Donc là je te fais une petite vidéo, je suis toujours en train de démonter tout l'intérieur et tout de la M3. Là j'étais en train de déposer le bas de caisse côté gauche. Je voulais juste te montrer un truc. Souvent on comprend pas pourquoi en gros, certaines personnes comprennent pas pourquoi il y a les bas de caisse qui pourrissent. Et là tu vois les bas de caisse comme ça en plastique. Là j'étais en train de le démonter et juste en tirant dessus, regarde toute la merde qui est tombée. Tu vois toute la terre. Là elle est sèche parce que bien évidemment la voiture elle est à l'abri depuis plusieurs mois. Mais de base ça reste humide quasiment les 3/4 de l'année. Donc forcément ça pourrit. Donc là j'étais en train de défaire le bas de caisse. J'ai mis un petit peu de WD pour l'aider à se débloquer. Tiens d'ailleurs, je crois que j'en ai pas mis sur le dernier clips. Hop là. Regarde toute la merde. C'est incroyable. C'est un truc de... Regarde tout ça. Tout ce qu'il y a là-dedans. Tu vois. Là encore, moi j'ai de la chance, du coup il n'y a pas de corrosion sur la voiture, mais de base tout ça là, ça corrode quoi. Enfin, ça aide à pourrir la voiture. Donc là on est sur les deux chantiers en même temps, il y a ma copine qui est en train de gérer le nettoyage de l'Audi. Et en même temps moi je suis en train de continuer le démontage de la M3 pour être sûr d'avancer et de pas perdre de temps. Mais bon voilà, je tenais juste à te montrer ça. Donc surtout bien faire gaffe, surtout si vous avez des bas de caisse M comme ça, les démonter une fois de temps en temps quand même pour bien les nettoyer. Le mieux c'est de les démonter au moins une fois par an. Tu passes un bon coup de Karcher là-dessus, comme ça au moins ça pourrit pas. Donc là je suis en train de ranger toutes les pièces de la M3, j'ai noté sur un carton, tu vois, pièces intérieures M3. Je mets tout ensemble pour être sûr justement de rien perdre. Comme ça au moment du remontage ce sera déjà plus simple. Et ça m'évitera, bon je les ai pas nettoyés, hein, je ferai ça au moment du remontage vu que là ils vont prendre la poussière et tout, c'est pas spécialement ce qu'il y a mieux à faire tout de suite maintenant. Je sais que c'est pas spécialement intéressant mais au moins tu vois, je te donne la technique si jamais tu as un jour l'occasion de restaurer une voiture, ou même si tu es en train de restaurer une voiture. Je te dis honnêtement, le stockage des pièces et tout bien énuméré au niveau des sachets et tout mettre quelle vis va où, etc. C'est super important. Ça te fera gagner tellement de temps. Là, en soi, tu perds du temps à tout mettre en œuvre pour justement tout bien marquer, tout ségréguer, les pièces propres et tout. Mais par la suite, ce sera un gain de temps, je te garantis. Parce que quand tu mettras 2, 3, voire 4 jours à retrouver les pièces... que t'as perdu, que t'avais posé là mais finalement ils y sont plus, etc. Ou tu sais pas telle pièce va où. Crois-moi c'est chiant, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça maintenant je fais super gaffe à ça. Le stockage, vraiment le truc très très important. Là ça au moins c'est les pièces qui partent pas en peinture. Bon là il y a notre ami Olivier qui est venu nous voir vite fait pour voir pour les ailes arrière de la M3. On va voir pour en gros étirer les ailes. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait derrière là, je te ferai une vidéo quand j'aurai déposé la roue parce que là tu verras pas. Mais derrière en fait t'as une sorte de... L'aile en fait s'arrête pas ici. En fait elle fait une lèvre comme ça derrière. Et le souci c'est que t'as la merde qui reste stockée là, tu vois, dans la partie haute de l'aile, donc derrière. Et ça arrive très fréquemment que à cause de la merde qui est stockée ici, bah en fait ça vienne te pourrir l'aile tout le long là. Donc ce que je vais faire c'est replier cette lèvre avec Olivier pour justement plus avoir le souci. Donc là on va la sortir la voiture, on va passer un gros coup de Karcher sur toute cette partie là, toute la partie passage de roue. Et ensuite on va mettre un coup de soufflette pour retirer toute la flotte pour être sûr qu'il ne reste pas d'eau. Et ensuite on va replier donc cette espèce de lèvre pour pas être emmerdé par la suite. Et en même temps étirer très légèrement l'aile, parce qu'avec les cales de roue du coup si jamais je commence à faire vraiment de la route avec du monde dedans et tout, pour être sûr que ça frotte pas, je préfère quand même voilà, faire ça bien. On va s'occuper de ça aujourd'hui. Là il y a le nettoyage qui a été fait. J'ai frotté avec un pinceau au niveau de la rainure, il y a énormément de merde qui est tombée. Et je vais te montrer du coup la gorge dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois c'est ça. C'est le renfoncement que tu as juste ici là. Désolé je te filme un peu sans trop voir, mais en gros c'est cette gorge là où il y a toute la merde qui reste dedans. Donc c'est cette lèvre là qu'on va essayer de plier avec Olivier. Faut qu'on se dépêche parce qu'il commence à faire vraiment dégueulasse. Donc on va chauffer à fond avec un décapeur thermique pour vraiment chauffer la tôle au maximum pour qu'elle, en gros, ne pas la travailler à froid. On va faire au fur et à mesure. Donc on va installer l'outillage et puis je te remonte ça après. Bon là on a tout mis en place, donc l'outillage, le roller fenders. Et en fait on s'est retrouvé baisé parce qu'on avait levé que d'un côté. Mais vu que t'as un différentiel, bah du coup en fait tu peux pas tourner ta roue quoi, faut lever les deux côtés. Donc là maintenant normalement ça bouge plutôt librement, tu vois. On s'est sécurisé avec les chandelles, le cri et tout. On va chauffer l'aile et puis on va commencer à bosser. Tu vois, on voulait bosser dehors mais il s'est mis à flotter à la mort au moment où j'ai coupé la caméra. Donc voilà, on s'est retrouvé à l'intérieur du garage. Bon là on élargit l'aile arrière gauche. Je t'ai pas filmé la scène parce qu'il y a eu vachement de réglages à faire. En plus l'outillage c'était un peu de la merde, il a fallu qu'on le répare, il manquait des éléments et tout. Là on a étiré l'aile, ce sera pas forcément visible comme ça à la caméra. Il faudra vraiment que je fasse
un côté gauche, côté droit pour vraiment que tu vois la diff. Je te filmerai du coup quand on fera le côté droit, je te filmerai une partie parce que là côté gauche, je te dis on a eu beaucoup de trucs à régler et en plus de ça, bah, y a des trucs où on s'attendait pas forcément, tu vois. La peinture qui dégueule là. Donc la lèvre qui est au-dessus ici. Alors attends, tu peux me passer la lampe torche s'il te plaît mon gros. Donc là, je te montre un petit peu le rendu maintenant. Donc on a essayé de faire au mieux, hein, mais malheureusement il y a toujours un léger écart. Donc là je pense que je vais combler cet écart là avec du silicone pour être sûr que la merde vienne pas rentrer dedans. Je vais faire les passages de roue en Raptor et ensuite je mettrai du silicone à l'intérieur au niveau des ailes. Et bon, sache que si jamais tu dois faire ça, bah malheureusement ta peinture va prendre un coup dans la gueule au niveau de l'aile, hein, parce que le roller à force de rouler dessus, bah ça te défonce ta peinture. Un autre truc aussi qu'il faut savoir, c'est que si jamais tu le fais et que tu décides de faire une pause à un moment donné parce que tu es fatigué et que ça te fait mal au bras, bah laisse pas le roller fender sur l'aile parce que du coup tu vois ça te le déforme. Avec la température de l'aile, tu vois, ça nous a fait fondre le roller fender qui était quasiment tout neuf. Donc voilà, petite chose à savoir. Donc bien régler l'outillage avant. Et plus tu vas mettre de l'angle avec le rouleau, plus tu vas élargir et plus tu replieras justement cette patte qu'il y a derrière. Donc voilà, après moi je vais m'arrêter là parce que j'ai peur que ça fasse des vagues après que ça ondule la tôle. Donc là j'ai vraiment très légèrement élargi. On le sent légèrement au toucher, mais au moins ça fait pas de vagues. Bah, le rendu il est assez propre. Je sais pas si on va vraiment se rendre compte entre le côté droit et le côté gauche. Et là, du coup, le côté droit qui est d'origine. En visuel on se rend compte, après en vidéo je sais pas si on verra vraiment. En tout cas ça marche. Donc voilà, faut juste prendre le temps de faire ça bien. Bon, je vais te montrer un petit peu comment je fais pour élargir les ailes. Il y a Olivier qui a dû se barrer et me laisser en plan parce que il allait bosser, il bosse de nuit. Du coup là ça va être un peu chiant parce qu'il faut que je chauffe au décapeur thermique et en même temps que j'utilise le roller fender. Donc bon, c'est pas la meilleure façon de faire. En soi le mieux pour pouvoir élargir c'est d'être deux. Un qui gère le décapeur et la chauffe de l'aile et l'autre qui gère le roller fender. Donc cette vis là, elle permet de régler en gros l'angle que tu mets en fait au roller fender pour venir justement repousser ton aile. Donc tu repousses au fur et à mesure, surtout tu mets pas de la contrainte directe. Donc là en fait avec ça au moins tu peux régler l'effort que tu mets sur ton aile, donc avec cette vis là. Et du coup ça te permet de détendre ton aile progressivement. Donc dès que tu sens que ça devient un petit peu trop mou, tu remets un peu plus de contrainte pour pouvoir bien étirer ton aile progressivement. Et là je vais continuer à faire ça jusqu'à que j'obtienne à peu près le même résultat que j'ai eu de l'autre côté. Donc c'est ça où c'est le plus chiant, c'est de faire le comparatif des deux côtés des ailes. Donc je vais vraiment me fier par rapport à la lèvre que j'ai écrasée à l'intérieur. Je vais essayer de l'écraser progressivement jusqu'à que j'atteigne à peu près le même écart. Donc voilà, je te montre le résultat après. Bon, au final j'ai dû reprendre le réglage du côté gauche parce que j'avais un petit peu trop étiré l'aile côté droit. Du coup en fait l'aile de gauche que j'avais faite n'était pas aussi décalée que la droite. J'ai repris un petit peu. C'est légèrement étiré, hein, franchement. Enfin, si on te le dit pas, tu le remarqueras pas, honnêtement. Même là, j'ai pas trop forcé pour être sûr qu'en fait, quand tu viens renquiller ton pare-choc, il n'y ait pas un écart entre l'aile et le pare-choc. Donc, c'est vraiment cette partie-là, principalement, que j'ai étiré, la partie haute, pour vraiment, comme je t'ai dit, replier la lèvre qui est derrière. Donc, c'est pas plus mal au final que je l'ai encore un peu écarté, parce que tu vois, au moins, ça m'a permis de bien resserrer la lèvre du haut. Et bien évidemment, je vais pas laisser ça comme ça, je vais traiter, je vais mettre de l'anti-rouille, je vais mettre du joint silicone et en plus de ça par-dessus, je vais mettre de la peinture Raptor. Donc comme ça au moins je suis sûr que ça bouge pas. Tout le passage de roue en Raptor, tout le dessous de la voiture. J'hésite encore à faire le bas de caisse aussi en Raptor, je sais pas, j'hésite vraiment parce que vu qu'il y aura encore le bas de caisse en plastique qui vient par-dessus, ça se verra pas, donc je me dis pourquoi pas, enfin j'hésite. Pour le coup j'hésite vraiment, on verra ça par la suite. Je ferai toute la partie arrière, donc derrière le pare-choc. Je ferai vraiment en gros cette partie là aussi en Raptor, faut juste que je trouve le moyen de déclipser ça. Ça je pense que c'est des clips qu'il y a là-dessus, ouais c'est des clips. Là je retire aussi toutes les fixations de pare-choc, fixation de l'échappement avec le cylindre bloc et tout. Et puis voilà, je m'occuperai de ça ensuite.
Deuxième jour où je suis sur le faisceau électrique. En rentrant du taf, je me suis occupé du coup de faire passer les fils de la partie moteur vers la partie intérieure habitacle pour protéger les fils et puis pour que ce soit plus simple pour le peintre au moment où il va la refaire. Parce que moi je vais m'occuper de toute la partie intérieure et lui il va vraiment s'occuper de la partie extérieure, esthétique, tout ce qui se voit. Je vais m'occuper du dégoudronnage comme je t'en avais parlé. J'ai déshabillé tous les petits accessoires, toutes les petites les petites fixations qu'il y avait tout le long par exemple pour faire passer les câbles là qu'il y avait dans tous les trous là qu'il y a là. Il y avait également ici l'espèce de boîtier pour le plus de la batterie. J'ai retiré l'écrou de la masse, tout ce qui est master vac et tout ça avait été déjà démonté en amont. Pour la banquette arrière, j'ai enfin réussi à trouver comment ça se démonter. Je te partage ça parce qu'honnêtement c'est vraiment galère, faut comprendre. Tu vois, t'as deux petits crochets en métal là. Moi j'avais essayé de les débloquer, ils venaient absolument pas. J'avais essayé de les pousser déjà une première fois, donc t'as normalement ce petit cache là qui vient, alors je sais plus comment il se met parce que je l'ai retiré il y a un petit moment, mais en gros ce petit cache qui vient comme ça pour cacher justement ces deux pattes là. Donc je l'avais retiré et du coup j'avais ces deux crochets qui venaient par dessus les fixations du siège. Sauf que j'avais déjà essayé une première fois, je pense que tu dois le voir parce qu'ils sont un peu marqués. J'avais déjà essayé une première fois de les repousser et impossible, ça venait absolument pas. Du coup là je me suis un peu excité dessus, j'ai mis pas mal de dégrippants et j'ai forcé comme un bœuf avec un pied de biche et ça a fini par se débloquer. En fait c'était tellement bloqué par la corrosion avec le temps, et là maintenant tu vois tu peux soulever le siège. Mais de base moi mon siège était vraiment coincé à cause de ces deux petites pattes merde là qui étaient rebiquées vers l'avant. Donc une fois que t'as débloqué ça, en fait ton siège il vient tout seul. J'ai défait également la plage arrière tellement elle était sèche. Elle a littéralement explosé au vu de l'âge. Je vais te montrer ça. Donc tu vois, elle est hyper sèche, tellement sèche que même là de la tenir à une main j'ai l'impression que ça va casser, tu vois. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer à dégoudronner, donc à retirer toute cette merde là de goudron à la con. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, je sais pas s'il faut le chauffer, si j'ai juste à gratter en dessous avec une lame, enfin j'en ai aucune idée. Je vais tester plusieurs techniques et puis on verra bien ce qui marche le mieux. Rien que de voir tout ce tas de merde de fil électrique ça me fait tourner de l'œil. Je déteste ça, les faisceaux électriques, putain c'est un truc de ouf. Et là je vais en bouffer, je te le dis. J'ai commencé du coup à déblaxonner un petit peu. J'ai de la chance dans mon malheur parce que par moment il y a des énormes bouts qui se détachent, tu vois. Donc tout ça, c'est ce que j'ai déjà retiré. Et puis, qu'est-ce qu'il y a, gros? Qu'est-ce qu'il y a? Le truc, c'est que par contre, il y a des endroits où c'est tellement collé. Donc je te montre comment je fais. En gros, genre, je fais glisser une lame sous le goudron et ensuite en fait je décape au fur et à mesure. Donc tu vois il y a des endroits où ça fait des petits bouts de merde, mais il y a des endroits comme celui-ci par exemple que j'ai essayé de décoller et qui est collé à la carrosserie, mais un truc de fou. Bah tu le vois de toute façon il se sépare même pas en fait. Je retire juste la première partie, tu vois, la première couche, et la partie collante elle reste dessus. Donc je vais essayer de chauffer au décapeur thermique par la suite. Je vais déjà faire toutes les zones qui se retirent plutôt bien pour éviter de perdre du temps, et ensuite je finirai par les endroits qui sont un peu récalcitrants, qui sont vraiment les plus chiants. Comme ça au moins je les chaufferai, j'essaierai de voir si ça se décape bien ou pas. Mais en tout cas pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer. Vraiment en train de galérer de ouf sur cette partie là qui est vachement collée, mais bon d'un autre côté ça me réconforte dans le fait que j'ai pris la bonne décision, parce que quand je vois toute la corrosion qui a été cachée sous le goudron, tu vois genre là par exemple, j'ai des points aussi ici, donc tout ça c'était caché, donc on le voyait pas. À mon avis je vais redécouvrir encore des points de corrosion à certains endroits. Oui, j'ai bien fait de le retirer, mais ça va être très très long, extrêmement chiant. Pour l'instant j'ai pas testé en chauffant, je vais essayer, je vais voir si ça marche ou pas. Je t'épargne un petit peu les vidéos où je galère parce que honnêtement ça sert pas à grand chose. Je suis juste en train de frotter comme un con avec la lame de cutter en espérant décoller le plus possible, mais tu vois je me sers de ça. Donc c'est un petit scalpel avec une lame assez plate et large, mais comme je te dis, tu vois là c'est vraiment collé quoi. T'as beau mettre des coups, tu retires vraiment des tout petits bouts et c'est interminable. J'ai fait un test, je suis dégoûté, si j'avais su j'aurais fait ça dès le départ. En chauffant au décapeur thermique et en passant la lame en dessous, ça se retire
tout seul, mais vraiment tout seul. Je pense même qu'en vrai, si jamais un jour tu dois décaper comme ça du goudron qui se trouve à l'intérieur, si c'est en plein été, t'es super bien parce que t'as juste à la foutre dehors. Avec le soleil, ça va faire le taf et ça va se décoller vraiment tout seul quoi. Avec une lame, tu passes en dessous et ça se décolle. J'ai défait toute cette partie, donc tu vois encore les marques de l'ancien goudron. Je suis remonté jusqu'en haut. Je vais te montrer un petit peu l'efficacité du truc avec le décapeur et franchement, ça te fait gagner un temps mais incroyable. Bon, je me suis aperçu d'un truc par contre, c'est que malheureusement ici, t'as la tôle qui est éventrée. Alors attends, je sais pas si on verra bien, mais tu vois, peut-être qu'en passant la lumière en dessous, voilà, la tôle est éventrée à cet endroit-là. C'est relou, parce que du coup va falloir redresser et ressouder. Parce qu'on pourrait penser à un cri qui aurait été mal positionné et qui aurait déchiré la tôle, mais en fait pas du tout. En mettant tout bout à bout, parce que du coup ici c'est percé, je sais pas si on voit assez bien, mais en gros j'ai la tôle ici qui est déformée. Et j'avais également, je sais pas si tu te rappelles encore quand j'avais fait la vidéo de présentation, mais en gros le pare-choc côté avant droit pendouillé, l'attache était niquée. Alors je vais t'expliquer ma théorie, parce qu'en gros l'ancien proprio m'avait raconté un truc et ça m'est venu en tête que après. Je vais commencer à décaper et en même temps je te parle de l'histoire. Je pense que ça va éclaircir un petit peu toutes les zones d'ombre qu'il y a au niveau des défauts qu'il y a principalement au niveau du côté droit, parce que j'ai également le passage de roue qui était niqué. Maintenant je sais, enfin je pense savoir pourquoi tout ça est niqué. Alors, pour la petite histoire, en fait l'ancien proprio un jour il a tapé un sanglier avec la voiture. Il m'avait raconté comme quoi il avait tapé un sanglier et qu'il avait eu un coup de chance, c'est que la voiture avait rien eu. En gros, il était reparti, enfin il avait regardé esthétiquement comme ça, il y avait rien. Et il était reparti tranquille avec la bagnole comme si de rien n'était. Sauf que je pense qu'en vrai, quand il a tapé le sanglier, parce qu'il m'a dit qu'il était passé sous la bagnole et tout. Et quand il a tapé le sanglier, je pense qu'en vrai, bah, la voiture elle a pris cher. Du coup il y a le pare-choc qui a mangé. Il y a le passage de roue qui a mangé et il y a également donc la tôle qui s'est retournée, qui s'est ouverte au niveau passager. En plus à ce qu'il m'a dit, il était avec sa femme, donc à mon avis sa femme elle a dû bien sentir la secousse juste en dessous de ses pieds. Je pense que lui tu vois il a vu que la bagnole voilà elle roulait bien, elle tirait pas, il n'y avait pas le pare-choc qui était par terre, tu vois, il s'est dit bah c'est bon tranquille elle a rien la bagnole. Sauf qu'en vrai elle a pris tarif, il s'en est pas rendu compte. Donc je pense pas qu'il me l'ait, tu sais il me l'a pas caché tu vois, je pense que juste il savait pas. Parce que lui il m'a raconté l'histoire en mode putain BM c'est vraiment costaud et tout, je tapais un gros sanglier, la bagnole elle avait rien. Bah si bon, malheureusement la voiture elle a mangé un peu. Pour ma part j'ai déjà tapé une fois un chevreuil avec ma bagnole de drift. J'étais avec Pupus et je venais de finir d'upgrader un petit peu la puissance du moteur. Et je lui avais dit, ouais j'ai refait des modifs et tout sur la drifteuse, faut que je t'amène faire un tour, tu vas voir c'est un truc de ouf comment elle marche. Donc on était parti chercher un truc à bouffer. J'étais en train de bombarder dans une toute petite route de campagne où il n'y a pas du tout de passage. J'ai vu un chevreuil déboîté. Je peux pas vraiment dire à quelle vitesse je roulais, mais je roulais vraiment vite. Vraiment très vite. Le chevreuil, je l'ai vu traverser, je me suis dit ouais tranquille, il a traversé, c'est bon, il va pas revenir il va pas revenir sur ses pas, tu vois. Eh bah si, ce putain de chevreuil il est revenu sur ses pas. Du coup j'ai explosé la bagnole. Physiquement comme ça, elle avait pas grand chose. J'avais failli nous foutre en l'air parce qu'en gros la voiture quand j'ai voulu freiner, j'ai bloqué les 4 roues pour essayer de me ralentir le plus possible. Et vu que la route elle était légèrement en dévers sur la droite, ça nous a en fait fait dévier complètement vers la droite de la route. Sauf qu'à droite de la route, il y avait des arbres, des gros arbres. En vrai, on s'en serait tapé un. Je pense que on aurait été mal. On aurait été vraiment mal. Je sais pas comment ça serait fini, mais on n'aurait vraiment pas été bien. Donc quand j'ai senti la voiture se dévier sur la droite après le choc, j'ai tout de suite relâché le frein pour pouvoir avoir ma direction parce que la voiture, vu que les 4 roues étaient bloquées, j'avais beau tourner, la voiture elle tournait pas. J'ai d'instinct relâché le frein pour me refoutre sur la route et refreiner ensuite. Et bon, autant dire que le chevreuil malheureusement je l'ai tué quoi. Donc voilà. Et ça m'avait bousillé pas mal de trucs. Ça m'avait arraché la tresse de masse au niveau du support moteur. Ça m'avait cramé le circuit électrique. Après esthétiquement comme ça, comme je t'ai dit, elle avait pas grand chose, elle avait juste un poc sur le capot, la calandre qui s'était arrachée, puis je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, il y avait une galette de direction aussi qui avait pris tarif. Donc voilà, en gros le chevreuil quand il est passé sous la bagnole, il a pris cher quoi. La voiture était rabaissée, donc quand je l'ai tapé, il a été éjecté vers le haut, à peu près 2-3 mètres de haut. Ensuite il est retombé sur la route, mais moi j'étais toujours en train de freiner, je lui ai passé dessus. Après j'ai relâché les freins du coup, comme je te disais, parce que j'étais en train de dévier dangereusement sur les arbres. Et ensuite j'ai refreiné dans la foulée. En tout cas comme tu peux le constater,
le goudron se retire plutôt bien avec le décapeur. Donc une fois qu'il est, tu vois, une fois qu'il est mou, en fait, il se décolle tout seul. Je pourrais même m'amuser à juste chauffer un petit peu et ensuite décoller le goudron et ensuite rechauffer, redécoller. Mais bon, j'ai un peu la flemme. Je préfère chauffer une bonne fois pour toutes et décoller en même temps que de me faire chier à tout le temps allumer le décapeur. Mais en tout cas, tu vois, ça se retire, ça se retire tout seul, quoi. Une fois qu'il est chaud, c'est nickel. Donc si jamais tu souhaites dégoudronner ta voiture un jour pour X ou Y raison, sache que ça se fait super bien au décapeur. On a encore une plaque de goudron qui se trouve dans l'aile, donc j'ai retiré la trappe comme il y a de l'autre côté, tu sais, là, la petite trappe grise. Là, il y a Pupus. Bonjour Pupus. Bonjour. Elle va chauffer de l'autre côté et on va faire en sorte de retirer du coup la plaque de goudron, parce que là, rentrer le décapeur plus ma main, à mon avis, je vais me brûler. Déjà, je me suis déjà brûlé 2-3 fois. On va voir si ça va marcher. J'ai l'impression qu'elle descend vachement bas quand même, la plaque. J'ai dégoudronné, du coup il y a Pupus qui m'a filé un coup de main, comme je t'ai montré juste avant, à dégoudronner donc tout le reste de la voiture. Je me suis aperçu qu'en fait la meilleure des techniques c'est quand même de chauffer par en dessous. On a dégoudronné donc tout l'arrière comme ça, donc en chauffant par le bas. Et pareil au niveau du coffre, donc toute cette partie là elle était goudronnée de base, donc en gros toute cette partie rectangulaire hein. Il y avait du goudron également ici. On a fait l'autre côté au niveau de la trappe. Et en dégoudronnant donc le plancher côté passager, malheureusement, le sanglier a fait plus de dégâts que ce qui était prévu. Alors je m'explique. Je sais pas si on verra bien. Alors attends, je vais essayer de bien m'aligner pour que tu puisses voir. J'ai la tôle qui se trouve juste ici, qui est relevée. Donc on le voit parce que la trappe, ici elle est décollée. Donc en gros le plancher ici est relevé. Donc exactement comme au niveau du plancher au niveau de l'avant. Et j'ai également une grosse bosse ici. Donc tu vois. Alors attends, je me mets sur le côté. Tout ça, ça va être chiant. Surtout à redresser ça propre. Je me suis aperçu qu'il y avait de la corrosion. Donc côté conducteur, encore pire que ce que je t'avais déjà montré. Donc je te montre ça tout de suite. Putain. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça sans déconner. Putain, ça me casse les couilles, elle est encore plus rouillée qu'une putain d'Honda Civic, c'est un truc de malade. Donc voilà, pareil le plancher il a été... Alors attends, ici il est relevé, donc tu vois il y a une bosse, et donc ça a déformé la tôle qui se trouve ici. Donc en dessous de l'espèce, ils mettent une sorte de pâte BM sur le E36 pour recouvrir toutes les jonctions des tôles et en même temps certaines soudures. Et en gros, l'eau s'est infiltrée sous cette pâte, donc elle a stagné et ça m'a bien bouffé la tôle, donc il y a pas mal de coraux. Donc là je suis en train de gratter l'espèce de revêtement à la con qui est super chiant à enlever pour essayer justement d'avoir toute la tôle en dessous à nu et de pouvoir du coup traiter au mieux. Il y a tellement de coraux un peu partout que, regarde, même ici là en retirant le goudron je me suis aperçu qu'il y avait de la rouille là, donc ça fait chier. Là-bas pareil au niveau de l'assise, je vais te montrer ça. Donc voilà, donc là t'as encore de la coraux. Là-bas t'as de la coraux. Donc le bac à batterie je t'avais déjà montré, il y a de la coraux. Là-bas à l'opposé du bac à batterie il y a de la coraux. Donc là vraiment je te dis honnêtement là c'est la merde. Il y a plus de corrosion que ce que j'avais prévu et à des endroits pas forcément super accessibles. Donc il va falloir que je revoie tout ce que j'avais prévu au niveau du planning du démontage. Parce que là à mon avis il va falloir que je sorte tout le faisceau électrique et que je la fasse peut-être passer dans un, je sais pas, à la sableuse ou dans un bain d'acide pour dégager toute cette merde. Je sais pas comment je vais m'y prendre honnêtement, mais là je pense que le projet il va prendre pas mal de retard à cause de ça. Vaut mieux faire les choses bien dès le départ et pas revenir dessus
plutôt que de traiter à moitié, faire de la merde et dans 5 ans on y retourne. Là c'est en train de me ronger le cerveau, mais vraiment un truc de ouf. Mais je pense que je vais pas avoir d'autre solution que de la dépouiller entièrement, absolument tout, et de la traiter, donc du coup soit la faire sabler par un pro entièrement, donc toute la voiture, ou alors de la plonger. J'ai déjà vu sur une émission qui plongeait la voiture, tu sais, dans un bain d'acide. Donc sur les vieux véhicules qui retapaient, tu sais, genre par exemple les vieilles Alpha et tout. J'avais vu genre une vieille Alpha se faire plonger dans un bain comme ça, un bain d'acide, donc ça décape absolument tout. Donc la peinture, le vernis, enfin tout y passe, hein, mais également la corrosion. Ensuite ils te la font sécher, ils te la repassent dans un bain avec un liquide de préservation, tu vois. Parce que la tôle, une fois qu'elle est nue comme ça, tu la laisses 15 minutes dehors et c'est fini quoi. Donc faut vraiment la protéger, donc ils la replongent dans un autre bain. Et ensuite ils refont passer la voiture dans un four pour sécher l'espèce de liquide là, de préservation. Et je pense que je vais pas avoir d'autre solution que de passer par là. Ça me fait chier parce que je vais prendre énormément de retard, je le dis honnêtement. Mais là je crois que je vais pas avoir d'autre option. Parce que quand je vois la quantité de rouille qu'il y a partout, moi je pensais que j'avais 2-3 zones à traiter, tu vois, en mode vas-y j'ai le coffre, bon vas-y un petit peu côté conducteur, mais là ça dépasse un petit peu mes compétences. Déjà que de base c'est la première fois que je dépouille une bagnole à ce point là, donc vraiment autant, et ça me fait paniquer, je te le dis, ça me fait paniquer parce que là je me dis démonter c'est bien, mais après le remontage ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Va falloir que je m'y prenne autrement et que je revoie mes plans. Donc je pense que va falloir passer sur une étape de sablage complet de la bagnole. J'ai pas le choix. Si je veux faire ça bien, j'ai pas le choix. J'ai pas d'autre option. Je te le dis honnêtement, voilà.